À travers les projecteurs du ring et les acclamations des foules, Chris Benoit était considéré comme l'un des plus grands catcheurs de sa génération. Mais derrière cette image d'excellence sportive se cachait une réalité bien plus sombre, celle d'un homme hanté par ses blessures, ses choix, et une pression dévorante. En juin 2007, le monde entier découvre avec stupeur une tragédie qui secouera à jamais l'univers du catch professionnel. Cet épisode explore l'ascension fulgurante de Chris Benoit, les signaux d'alarme ignorés, et la spirale tragique qui mènera à l'un des événements les plus choquants de l'histoire du sport. Bienvenue dans Ombre des faits. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner. L'histoire de Chris Benoit commence bien loin des tragédies qui feront plus tard la une des journaux. Né le 21 mai 1967 à Montréal, au Canada, il grandit à Edmonton, où sa passion pour le catch émerge dès son plus jeune âge. À 12 ans, il entame un entraînement rigoureux, soutenu avec ferveur par ses parents. Son père, Mike, lui offre ses premiers haltères, posant les bases d'une discipline qui façonnera sa vie. Chris s'inspire profondément de deux figures emblématiques du catch, Tom Billington, alias Dynamite Kid, et Bret Hart. Fasciné par leur talent, il finit par s'entraîner aux côtés de Billington, adoptant certains de ses mouvements emblématiques, dont le redoutable saut de la tête. Il intègre également la mythique Hart Family Dungeon, un lieu d'entraînement réputé qui a vu naître de nombreux talents de la lutte. À 18 ans, Chris Benoit fait ses débuts professionnels lors d'un combat en équipe dans la fédération Stampede Wrestling. Ce premier succès marque le début d'une ascension fulgurante. Il partage désormais son temps entre le Canada et le Japon, puis s'envole pour le Mexique et l'Allemagne, accumulant les expériences et les titres. Il finit par s'imposer sur la scène américaine, notamment au sein de la WCW et de la WWF, aujourd'hui connue sous le nom de WWE. Son apogée arrive en 2004, lorsqu'il devient officiellement champion du monde poids lourd. Mais derrière cette carrière brillante se cachait une vie personnelle tourmentée. Chris se marie une première fois en 1988 avec Martina, avec qui il aura deux enfants, David et Megan. Toutefois, leur union s'effrite. Martina aspire à une vie simple, loin des projecteurs, et mentionne les effets destructeurs des stéroïdes sur le comportement de Chris. Bien qu'elle l'aimait toujours, leur relation prend fin en 1997. La même année, Chris entame une liaison avec Nancy Sullivan, ancienne catcheuse et épouse de Kevin Sullivan, un collègue de Chris. Ce triangle amoureux, d'abord orchestré à des fins scénaristiques dans le ring, finit par devenir une réalité douloureuse. Nancy divorce de Kevin et entame une relation officielle avec Chris. Elle abandonne la compétition pour se consacrer à la gestion de la carrière de son compagnon. En 2000, le couple se marie et accueille un fils, Daniel. Un temps, le bonheur semble s'être installé dans la famille Benoit. Pourtant, en 2003, Nancy demande le divorce, invoquant des difficultés similaires à celles rencontrées par la première épouse de Chris. Malgré tout, Chris tente de sauver son mariage, avec le soutien de leurs proches, et semble déterminé à préserver l'équilibre familial. Mais sous la surface, les tensions s'accumulent et préfigurent un drame qui marquera à jamais l'histoire du sport-spectacle. Au fil du temps, Nancy finit par offrir une seconde chance à Chris. Mais un problème bien connu persiste dans le monde du sport de haut niveau, l'abus de testostérone et de stéroïdes. Ce phénomène, répandu des Jeux Olympiques aux salles de sport locales, touche aussi durement le catch professionnel. Dans ce milieu, ceux qui souhaitent projeter une image imposante et intimidante ont parfois recours à des méthodes artificielles. Parmi les effets secondaires documentés de ces substances figure la « roi-rage », une forme de rage incontrôlable, qui pourrait avoir contribué aux problèmes de gestion de la colère chez Chris, notamment dans ses relations conjugales. Les catcheurs subissent également de nombreuses blessures physiques. Les coups répétés au visage, à l'abdomen, et surtout à la tête entraînent à long terme de graves séquelles. Chris, de son côté, n'hésitait pas à utiliser son propre corps comme une arme, encaissant les coups sans jamais consulter un médecin. Il endurait la douleur seul, refusant toute prise en charge. Avec le recul, certains spécialistes soupçonnent qu'il ait souffert de commotions cérébrales fréquentes, voire chroniques. Ce mélange de dommages physiques cumulés et de consommation de substances peut en partie expliquer pourquoi les catcheurs ont une espérance de vie inférieure à la moyenne. Et Chris n'était pas étranger à ces conséquences. Au cours de sa carrière, il s'était lié d'amitié avec de nombreux collègues, notamment Eddie Guerrero, rencontré au Japon.
leur amitié était si profonde que la mort subite d'Eddie en novembre 2005, à seulement 38 ans, plongea Chris dans une détresse émotionnelle intense. Eddie, retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel, avait succombé à une insuffisance cardiaque. Les mois suivants, son entourage constate un changement. Chris devient plus sombre, plus replié sur lui-même. Le 19 juin 2007, lors de son dernier match face à Elia Burke, il semble absent, vidé de son énergie habituelle. Ce sera sa dernière apparition sur un ring. Quelques jours plus tard, le 23 juin, Chris devait participer à un autre événement. Il annule en prétextant que Nancy et leur fils Daniel souffrent d'une intoxication alimentaire. Il assure à son agent qu'il les conduit à l'hôpital mais qu'il prendra l'avion le lendemain. Il était attendu par Chavo Guerrero, un autre catcheur et proche ami, à l'aéroport de Houston. Dans la nuit, à 3h53, Chavo est réveillé par des messages étranges. L'un d'eux indique que les chiens sont dans la piscine, que la porte du garage est ouverte. D'autres, presque identiques, lui parviennent depuis le téléphone de Nancy. Puis vient un message contenant l'adresse complète du domicile des Benoît. D'autres collègues de Chris reçoivent des textos similaires. Inquiet mais incertain, il garde le silence. Le matin du 24 juin, Chavo attend Chris à l'aéroport. L'avion arrive, mais personne ne descend. Les heures passent. L'inquiétude grandit. L'équipe de la WWE tente de joindre Chris. Aucune réponse. Les hôpitaux locaux sont contactés, sans résultat. Ce n'est que le lendemain, à midi, que les messages de Chris sont communiqués aux responsables. Une demande de contrôle de bien-être est transmise à la police de Fayetteville. Le lieutenant Larry Alden se rend sur place. Une voisine, Holly, pénètre dans la maison pour récupérer les chiens. À peine entrée, elle ressort en hurlant. À l'intérieur, les policiers découvrent l'horreur. Daniel, le fils de Chris, est retrouvé mort dans sa chambre. Nancy gît à l'étage, les poignets et les chevilles liés, enveloppés dans une serviette, une Bible à ses côtés. Elle a été étranglée. Daniel, lui, n'a pas été ligoté, il a vraisemblablement été étouffé alors qu'il était sous l'effet de somnifères. Lui aussi avait une Bible à proximité. Enfin, dans son gymnase privé, Chris Benoit est retrouvé pendu à une machine de musculation. L'enquête ne révèle aucune intrusion extérieure. Les corps montrent qu'ils ne sont pas morts en même temps. Nancy aurait été tuée le vendredi 22 juin, Daniel le lendemain, et Chris se serait suicidé le dimanche. Les rapports toxicologiques révèlent de l'alcool dans le sang de Nancy, et des traces de Xanax chez Daniel. En l'espace de 3 jours, une famille entière a été anéantie. Et derrière les apparences d'un héros du ring, c'est une vie brisée par la douleur, les blessures et les non-dits qui se dévoilent. La communauté du catch, tout comme la famille et les amis de Chris Benoit, fut bouleversée par la révélation des événements. Dans un premier temps, la WWE, encore ignorante des circonstances exactes, diffusa un hommage télévisé de 3 heures, célébrant la carrière et les exploits du champion. Mais dès le lendemain, en découvrant l'ampleur de la tragédie, l'organisation fit volte-face, retirant tout contenu à sa gloire. Le choc de la disparition brutale d'un athlète admiré s'est rapidement transformé en colère et en incompréhension face à ses actes. Comment l'un des plus grands noms du catch avait-il pu ôter la vie à sa femme et à son propre fils? Les réactions furent vives, multiples, et souvent contradictoires. Sur les forums, dans les médias, au sein même des vestiaires, une question obsédante dominait tous les débats: pourquoi? Une question sans réponse claire, car Chris Benoit a emporté avec lui le secret de ses motivations. Comme dans de nombreuses affaires impliquant des célébrités, des théories du complot émergent rapidement. Certains évoquent la vengeance d'un ancien rival, d'autres parlent d'un complot gouvernemental ou encore d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Pour beaucoup, l'idée que Chris Benoit ait pu commettre de tels actes était tout simplement inconcevable. Toutefois, au-delà de ces hypothèses invérifiables, certains éléments factuels méritent d'être examinés. Chris était un consommateur régulier de stéroïdes, un usage malheureusement fréquent dans le milieu du catch. Pourtant, selon les experts, ces actes n'étaient pas compatibles avec une crise de roi rage. Le triple drame s'est étendu sur plusieurs jours et a été exécuté de façon méthodique. Les rapports toxicologiques ont révélé que les niveaux de testostérone dans son corps étaient thérapeutiques, donc insuffisants pour provoquer des effets secondaires extrêmes. Une autre piste est donc apparue, plus crédible et inquiétante, son état neurologique. Chris Benoit était connu pour encaisser des coups d'une rare violence sur le ring.
Il n'hésitait pas à se projeter tête la première ou à encaisser des chocs directs à la tête avec des objets métalliques. Cette exposition prolongée à des traumatismes crâniens aurait laissé des séquelles irréversibles. Des examens post-mortem ont révélé que Chris souffrait d'une forme grave d'encéphalopathie traumatique chronique, ou CTE. Cette maladie dégénérative du cerveau, causée par des traumatismes répétés, a également été observée chez plusieurs anciens joueurs de football américains. Le neurochirurgien ayant examiné son cerveau a déclaré que l'état de ses tissus cérébraux équivalait à celui d'un patient atteint d'Alzheimer à un stade avancé, âgé de 85 ans. La science moderne démontre de plus en plus que les traumatismes crâniens peuvent générer de nombreux troubles, déficits cognitifs, difficultés de raisonnement, troubles du comportement et de l'impulsivité, mais aussi des troubles émotionnels tels que la dépression, l'anxiété, les sautes d'humeur et une réduction de l'empathie. Dans certaines conditions, ces altérations peuvent mener à des actes extrêmes. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui a poussé Chris Benoit à commettre l'irréparable. Mais tout porte à croire qu'il s'agissait d'un homme brisé, ayant perdu un combat intérieur bien plus brutal que tous ceux qu'il avait livrés sur le ring. Ce qui demeure certain dans cette affaire, c'est la tragédie que représentent les vies perdues de Nancy et Daniel Benoit. Dans ce type de drame, il est facile de recentrer l'attention sur l'auteur, d'autant plus lorsque celui-ci est une figure médiatique. Pourtant, il ne faut pas oublier que 2 innocents ont payé de leur vie un prix inqualifiable. Nancy, une femme dévouée, qui avait mis un terme à sa carrière pour soutenir son mari, et Daniel, un petit garçon de 7 ans, plein d'innocence ont été brutalement arrachés à la vie par l'homme même en qui ils plaçaient toute leur confiance. Dans un monde déjà complexe, incertain, et souvent cruel, Chris Benoit aurait dû être leur protection, leur refuge. Mais ce week-end-là, on peut se demander combien de lui-même restait encore face à eux. Et voilà les amis, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Que pensez-vous de cette tragédie ? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour le référencement.